Dans cette deuxième partie, je vais démonter les idéologies bancales qui gangrènent le débat public et on va s'attaquer au fond du problème. J'espère que vous êtes bien accrochés. Bon, on va pas se mentir, les hommes et les femmes sont différents, tout le monde le sait. Comme moi, vous trouvez ça absurde et fatigant de justifier le bon sens dans certaines de vos conversations. Eh bien, tout ça, c'est terminé. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous serez blindés d'arguments. Vous comprendrez d'où viennent nos différences, pourquoi elles existent, pourquoi aujourd'hui nous sommes autant divisés et l'impact catastrophique de cette fracture sur notre société. On va parler des origines de l'homme et de sa nature indélébile, que ça nous plaise ou non. On va parler du patriarcat, de la situation des hommes, des femmes, mais on va pas s'arrêter là, oh que non. Je vous préviens tout de suite, c'est du lourd qui vous attend. Alors faites chauffer la Senseo et asseyez-vous confortablement. La crise des naissances, c'est pas juste un problème de retraite ou de croissance économique. C'est une crise existentielle et sociétale profonde. Et si on en est là, c'est parce que les familles s'effondrent. Et la famille, c'est le pilier fondamental d'une société saine et stable. C'est le premier endroit où on apprend la coopération, le sacrifice et le sens du collectif. Elle est le plus solide rempart contre l'individualisme qui nous ronge. La famille nous pousse à regarder vers l'avenir et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, ici et maintenant. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à vos ancêtres qui ont rempli une mission depuis la nuit des temps, transmettre leur culture et leurs valeurs pendant des siècles à travers leurs enfants. Parce que sans la famille, qu'est-ce qui nous reste ? Des individus isolés, interchangeables et sans rien à défendre. Et seuls, on est bien plus vulnérables aux injonctions du pouvoir et à la tentation constante des sociétés marchandes. C'est une pente glissante vers une existence nombriliste, prisonnière du présent, qui s'affranchit des sacrifices et ne trouve plus de sens que dans la jouissance de chaque instant. La destruction de la famille et les fractures qui nous divisent sont loin d'être un hasard. C'est le résultat d'une réécriture biaisée de notre histoire. Un nouvel évangile prêché par l'industrie de l'outrage. Une grande paroisse médiatique, politique et commerciale, fondée sur les saintes écritures de la gauche radicale, qui instrumentalise nos divisions pour asseoir son pouvoir. Et ces bancs croulent sous une foule de croyants pour qui la vie se résume à un déluge d'injustice et qui sont prêts à sacrifier les vérités inconfortables sur l'autel de leur vertu sociale. Parce que si le progrès nous a permis d'échapper à des conditions de vie misérables, on vit dans un tel confort aujourd'hui qu'on a tendance à croire que l'utile devrait toujours se joindre à l'agréable. D'où vient cette adhésion massive, en particulier chez les jeunes, à ces discours dommageables ? Pourquoi la posture de la victime est devenue un pilier identitaire, j'irais même jusqu'à dire un style de vie à part entière ? Pour le comprendre, je vous propose un petit saut en arrière. Depuis une dizaine d'années, une partie significative de la jeunesse occidentale traverse une fracture psychologique profonde. Dépression, anxiété chronique, hypersensibilité, troubles de l'attention, phobie scolaire, dissociation, automutilation, augmentation des tentatives de suicide, tout ça c'est pas une impression, c'est les statistiques. Cette souffrance frappe de façon disproportionnée les jeunes qui s'identifient comme progressistes. Cette dégénérescence n'est pas tombée du ciel, elle suit une chronologie claire et identifiable, avec un point de bascule brutal autour de 2010. C'est l'année où les adolescents ont échangé les après-midi passés dehors, les sorties à vélo, les parties de foot dans le parc, contre Internet et leurs smartphones. Si les garçons se sont réfugiés massivement dans les jeux vidéo, les filles consomment beaucoup plus les réseaux sociaux. Des plateformes où la vie, le corps et le visage sont en exposition permanente. Elles passent des heures chaque jour à regarder les autres à travers des filtres, à comparer leur quotidien à des tranches de vie utopiques, à errer dans un monde qui n'a plus rien de réel. Et les adolescentes y sont très vulnérables. Dans un moment où elles sont très sensibles à leur apparence, elles se comparent aux autres en permanence et mesurent leur valeur à coup de validation sociale. Et sur les réseaux, tout ce qu'elles reçoivent en retour, c'est du doute. Est-ce que je suis assez belle ? Ma vie n'est pas assez originale. Je devrais faire plus. Je fais pas aussi bien que les autres. Au bout du compte, de l'anxiété, de la honte, un sentiment d'impuissance et pour beaucoup d'entre elles, la dépression. Cet état mental change profondément leur vision du monde. Dans ce monde numérique, tout est conçu pour les rendre dépendantes. Dépendantes du regard des autres, des j'aime, des commentaires et des caprices de l'algorithme. Chaque photo, chaque story, chaque mot, chaque geste devient une tentative désespérée d'obtenir une validation. Leur estime ne se construit plus de l'intérieur, par le développement de compétences et de l'autonomie, mais par des signaux éphémères et impersonnels, parfois gratuitement cruels ou simplement inexistants. Elles finissent par intégrer une idée nocive, que leur valeur ne dépend pas d'elles, mais d'un monde imprévisible. C'est ce qu'on appelle un locus de contrôle externe. On ne se sent plus acteur de sa vie, mais victime d'un monde incontrôlable. Et cet état mental, c'est le terreau idéal pour que certaines idées prennent racine.
Quand on est anxieux et dépressif, paralysé par le doute, on cherche désespérément des causes à son mal-être. Et si quelqu'un nous explique que c'est la faute du patriarcat, du capitalisme, de l'hétéronormativité, des masculinistes, du racisme systémique, de l'histoire colonialiste, on respire un peu, parce que ça veut dire que c'est pas nous le problème, que ce ne sont pas nos choix, pas notre manière de voir le monde, pas notre passivité face à l'information qui nous inonde. Et c'est ce que les récits radicaux leur livrent sur un plateau d'argent. Un ennemi désigné, des explications toutes faites, et la promesse du réconfort au sein d'une communauté morale. Si tu souffres, c'est que t'es opprimé. Si t'échoues, c'est qu'on t'en empêche. Si t'arrives pas à te projeter, c'est parce que le monde est invivable. Toutes ces idées donnent un sens à la souffrance. Elles ne font pas que rassurer. Elles transforment la douleur en identité. Elles valorisent la fragilité. Elles élèvent la détresse au rang de vertu sociale. Plus tu vas mal, plus ça veut dire que t'es éveillé. Plus tu t'indignes, plus tu prouves que t'es engagé. La dramatisation devient la mesure de ta lucidité. Les jeunes sont les plus vulnérables à cette dérive. Sans responsabilité, sans enfants à élever, ils n'ont presque rien à perdre et donc rien à protéger. Ce vide crée le besoin de s'inventer des luttes et permet de s'offrir le luxe d'être radical. S'ils choisissent les mauvais combats, c'est parce qu'ils ne sont pas en contact avec ce qui mérite vraiment de se battre. Cette vision du monde est incompatible avec tout ce sur quoi repose une projection positive vers l'avenir. La responsabilité de nos actes, une éducation proactive, la construction de soi, du couple et l'importance de fonder une famille. À l'inverse des leaders historiques des luttes sociales qui proposaient des imaginaires où l'individu devait se dépasser, les élites progressistes cultivent le désespoir comme style de vie. Et c'est pas qu'une posture intellectuelle, c'est un engrenage mental. On le sait depuis longtemps, la dépression déforme le réel. Tout devient plus sombre, plus lourd, plus menaçant. Les jeunes progressistes ne sont pas plus lucides, ils voient simplement le monde à travers le prisme de leur pessimisme. Et toutes nos institutions valident leur vision. Un désaccord, c'est une agression. Un sentiment de mal-être, une injustice. Le système dresse les jeunes à surjouer leurs émotions et à amplifier leurs douleurs pour acquérir un peu de pouvoir social. Il leur offre tout un nouveau vocabulaire, dont on sait que les jeunes sont friands, et une façon révolutionnaire de dire merde à leurs parents. Il les a conditionnés, à force de propagande, à haïr un ennemi taillé sur mesure. 2 mots-clés déclencheurs, telle une réaction pavlovienne, suffisent à faire surgir leur haine et leur posture morale, jusqu'à justifier les actes les plus vils, pourvu qu'ils soient commis au nom du bien commun. La meilleure façon de monter une croisade en faveur d'une bonne cause, écrivait Aldous Huxley, c'est de promettre aux gens qu'ils auront la chance de maltraiter quelqu'un. Pouvoir détruire en bonne conscience, pouvoir se comporter mal et qualifier son mauvais comportement de juste indignation, c'est le summum du luxe psychologique, la plus délicieuse des friandises morales. Anesthésiés par un flot permanent de faux scandales, ils ne sentent pas qu'on les ampute de leur colonne vertébrale. Se donner en spectacle en permanence et s'exposer sans cesse en victime n'a jamais aidé personne à construire une vie stable. L'indignation comme mode de vie paralyse toute maturation psychologique. La thérapie depuis toujours enseigne à ses patients à ne pas s'identifier à leurs pensées les plus sombres, à ne pas dramatiser, à retrouver un peu de contrôle émotionnel. Mais les milieux progressistes font tout le contraire. Pour eux, le ressenti est roi et l'émotion fait loi. Tout ce qui relève de la responsabilité et de l'engagement, le couple, la famille, la communauté, le futur de la nation, exige une chose devenue trop rare, la confiance, en soi, en l'autre et en l'avenir. Après avoir détruit cette confiance à tous les étages, le ministère de la vérité essaie maintenant de réécrire notre histoire. On cherche à vous convaincre que l'histoire des hommes et des femmes est celle d'une oppression massive. C'est une simplification du monde dangereuse et naïve. Notre passé commun est une lutte pour la survie dans des conditions brutales dont on a toujours émergé ensemble. Si on a traversé les millénaires, c'est grâce à notre complémentarité face à l'adversité. Aujourd'hui, au nom de l'égalité, une valeur démocratique dont plus personne ne comprend le sens, on nous rabâche que si les femmes et les hommes sont différents, c'est parce que le patriarcat c'est moche et très méchant. Mais nos différences viennent d'une longue adaptation à un monde impitoyable, à des années-lumière de nos voitures climatisées et du Prozac remboursable. En nous dressant les uns contre les autres, ils sont en train de détruire tout ce qui a permis le succès de notre civilisation. On a appris à vivre ensemble et à s'organiser en société complexe après des siècles d'expérimentation. Vous ne pensez pas que déconstruire à grande vitesse nos traditions, c'est un peu con ? Au lieu de saluer nos réussites et d'affronter les vrais problèmes, on se saoule d'idéologie bancale jusqu'à vomir sur les autres la colère qu'on nourrit contre le système. Nos différences ne sont le fruit ni d'un complot social ni d'une pression culturelle. Elles sont le produit de millions d'années d'évolution. Elles constituent notre plus grande force, à condition qu'elles s'assemblent. Alors je vous propose de comprendre d'où nos différences viennent vraiment. Avant de développer notre énorme cerveau et la connerie humaine qui nous distingue des autres espèces,
Il faut se rappeler que 99,95% de notre existence sur Terre est animale. Alors pour comprendre nos comportements, il serait absurde de ne pas se tourner vers ceux des animaux. On vous dit que si les femmes et les hommes sont différents, c'est à cause des pyjamas bleus, des voitures Hot Wheels, des poupées Barbie et des cartables roses. Imaginez qu'on applique cette logique à nos cousins les mammifères. Dans ce cas-là, les mâles kangourous seraient plus forts et agressifs que les femelles parce que Papy Kangou leur offre des fusils de cow-boy à Noël. Les femelles chimpanzés sont plus attentionnées et parentales que les mâles parce que les gars organisent des tables rondes tous les week-ends en se fumant des cigares afin d'empêcher leurs femmes d'organiser des raids pour protéger leur territoire. La question fondamentale n'est pas nouvelle et la science a déjà largement tranché. Qu'est-ce qui vient de l'acquis et qu'est-ce qui vient de l'inné ? Autrement dit, combien de nos comportements viennent de notre biologie et combien de notre culture et notre environnement ? C'est un domaine de recherche fascinant. Rien ne vous ouvrira autant les yeux sur la nature humaine, à part peut-être 1000 personnes face à 5 millions dans les Beast Games. Je vous mets 2 livres excellents, très différents, que je vous recommande en description. Alors vous allez voir, ce qui est intéressant quand on se penche sur l'évolution, c'est qu'on se rend compte très rapidement que ce qu'on critique aujourd'hui chez les hommes, comme l'ambition, la force physique ou la compétition par exemple, a été sélectionné par les femmes depuis la nuit des temps. Et inversement d'ailleurs. Les critères de sélection masculins, comme la jeunesse, les courbes voluptueuses, l'intelligence sociale, sont pas un caprice patriarcal. C'est le produit de la sélection naturelle, dont la seule dynamique, c'est la transmission des gènes. Si un trait aide à survivre, il va se propager, sinon, il est abandonné. Depuis toujours, les mâles et les femelles choisissent les partenaires qui maximisent les chances de survie de leurs enfants. Alors pour comprendre ça, il faut partir de 2 concepts très importants. Le potentiel de reproduction, combien d'enfants on peut avoir, et l'investissement parental, combien ça coûte de les élever. Les mâles ont 2 stratégies de reproduction possibles. La première, qui a duré très longtemps, c'est semer et partir. Je vous épargne l'extrait vidéo. C'est une forme de prédation. Les mâles multiplient les partenaires sans s'investir dans les enfants. En faisant un maximum d'enfants, ils augmentent les chances que leurs gènes se propagent dans le temps. La deuxième, arrivée bien plus tardivement, c'est s'investir plus sérieusement. En protégeant et en éduquant un nombre plus limité d'enfants, on augmente leurs chances de survivre et de se reproduire. Les femelles, elles, n'ont qu'une seule stratégie viable, celle de l'investissement. Bah oui, ça sert à rien pour elles de multiplier les partenaires, puisqu'elles ne peuvent porter l'enfant que d'un seul mâle. Et leur contribution à la reproduction est bien moins négligeable. Fabriquer un enfant, c'est long, ça demande beaucoup d'énergie, et ça les rend plus vulnérables. Mettre un enfant au monde, ça présente aussi des risques considérables, et il faudra s'en occuper des années après sa naissance. Enfin, la fenêtre de fertilité des femelles est beaucoup plus courte que celle des mâles, ce qui limite encore davantage leur nombre potentiel d'enfants. Ces différences de stratégie ont d'abord généré un modèle de séduction où les mâles rivalisent et les femelles choisissent. Et c'est plutôt logique, si les mâles veulent avoir un maximum d'enfants, ils doivent entrer en compétition pour avoir accès au maximum de partenaires. Et les femelles, qui n'ont aucun intérêt à multiplier les mâles et laisser les choses au hasard, sélectionnent celui qui donnera les meilleures chances à leur enfant. Mais ça veut dire quoi les meilleures chances ? On parle ici bien sûr des meilleurs gènes. Bon, ça veut dire quoi les meilleurs gènes ? C'est différent pour chaque espèce, mais je vais vous donner un exemple parlant. On va parler d'un oiseau, le paon. On le connaît tous grâce à sa roue énorme et très voyante. Alors à première vue, cet appendice présente aucun avantage évolutif pour sa survie et celle de ses descendants. Au contraire, il lui faut beaucoup de ressources et d'énergie pour la développer, elle le rend plus visible pour ses prédateurs et elle le ralentit dans ses mouvements. Autant dire que niveau survie, elle l'handicape carrément. Mais la sélection naturelle, c'est pas un processus au petit bonheur la chance. Comme je vous le disais, si des millions d'années d'évolution conservent une adaptation, c'est toujours pour une bonne raison. La roue, c'est le profil Tinder du paon, pour faire swiper à droite toutes les femelles. Dans sa bio, ça dit « Regardez-moi, je pète la forme, j'ai les ressources pour développer et trimballer ce truc énorme, et en plus je suis encore vivant. » La queue du paon, c'est un compromis évolutif. Elle s'est adaptée jusqu'à atteindre le meilleur équilibre entre menace pour sa survie et optimisation de son potentiel de reproduction. Elle s'est donc en partie développée sous la pression de sélection des femelles. Et ça, c'est important. Parce que comme la roue du paon, les bois du cerf, le chant du rossignol ou la crinière du lion, nos corps et nos comportements ont été sculptés par les préférences du sexe opposé. Et si tout ça c'est vrai, on devrait donc trouver chez nous les mêmes schémas que chez les animaux. Vérifions. Primo, les mâles sont plus gros et plus agressifs. Bon, déjà là, il n'y a pas photo. Deuxio, les mâles ont une libido plus élevée et veulent plus de partenaires. Ça se passe de commentaires. Tertio, les femelles sont plus sélectives. Bon, même l'alcool n'a jamais vraiment réussi à éliminer le problème.
Quarto, les mâles font les marioles pour séduire. Encore une fois, ici, il n'y a pas trop de discussion. Il reste 2 autres différences chez les animaux. Les femelles sont plus parentales et les mâles plus tape à l'œil. Bon là, vous allez me dire qu'il y a un problème, parce que c'est pas vraiment le cas chez nous, ça. Est-ce que ça ne prouve pas l'influence des magazines de mode et des papas qui gueulent « Oh, fais pas ta gonzesse » sur leurs garçons? Eh ben non, c'est encore une histoire d'adaptation. On s'est différencié sur ces points-là pour 2 raisons. La majorité des animaux se reproduit sur une seule saison. Ils profitent d'un climat où les ressources sont en abondance pour nourrir la nouvelle génération. La compétition entre les mâles se fait sur un laps de temps très court, et celui qui gagne s'assure un quasi-monopole sur les femelles. On a un superbe exemple ici, chaque année en Dordogne, pendant le brame du cerf. Les mâles s'affrontent pendant 1 mois pour éliminer les adversaires et avoir accès aux femelles. Les femelles, elles, ne sont fertiles qu'1 à 2 jours par an. C'est pas étonnant que les mâles se prennent la tête. Mais notre branche, celle des primates, s'est développée dans un climat tropical où la nourriture était disponible tout le temps. C'est pour ça que sont apparus les cycles menstruels. Les femelles peuvent alors concevoir à tout moment. Mais ça change tout. Parce qu'un mâle ne peut pas monopoliser toutes les femelles 365 jours par an. Résultat, le nombre de partenaires et donc de descendants possibles des mâles baisse drastiquement. Et par conséquent, les mâles deviennent aussi sélectifs avec leurs partenaires. Ils ne dominent plus pour monopoliser toutes les femelles, mais pour être acceptés par les meilleures d'entre elles. N'allez surtout pas dire aux féministes radicales, soit dit en passant, que les cycles menstruels ont diminué la domination patriarcale. Elles parlent déjà de leurs règles suffisamment. Deuxième changement, on a fini par descendre des arbres et se redresser sur 2 jambes. Ça veut dire plus de nourriture, 2 mains qui fabriquent des outils et une complexification des relations sociales. Des conditions parfaites pour développer un gros cerveau. Il se développe d'ailleurs tellement que nous naissons avant que notre cerveau ne soit développé entièrement. C'est ce qu'on appelle l'état altricial. Contrairement à un poulain qui peut marcher moins d'1 heure après sa naissance, nos chérubins mettent des années à devenir autonomes. Il faut s'en occuper, les éduquer pendant 10 à 25 ans, et encore, je suis clément. En plus, on peut avoir des enfants très rapprochés dans le temps. Et c'est pour ça qu'apparaît le besoin d'allomaternité. Alors, allomaternité, c'est pas un numéro vert pour aider à compter les cuillères de lait en poudre à 3h du matin. L'allomaternité, c'est un comportement social où d'autres personnes que la mère s'occupent des enfants. Les oncles, les tantes, les grands-parents, et donc le père, évidemment. Du coup, les femmes commencent à chercher des hommes capables de s'investir. Ces 2 changements, fertilité annuelle et dépendance extrême du nourrisson, ont transformé la séduction humaine. On est passé d'une sélection unilatérale à une sélection mutuelle. Les hommes deviennent aussi plus sélectifs puisqu'ils s'investissent, et les femmes rivalisent aussi entre elles pour attirer les meilleurs partenaires. D'ailleurs, toute notre psychologie affective vient de là, la jalousie, l'amour, le deuil, etc. Donc toutes nos différences viennent de la préférence de l'autre sexe. Et maintenant que vous avez le bagage théorique, on va résumer, vous allez voir, c'est très logique. Les hommes ont développé des traits liés à la survie, la compétition et la reproduction. La force, la stratégie, l'endurance, une voix grave, le statut social, le courage ou l'ambition. Et plus tard, l'investissement parental. La rivalité entre eux a créé des stratégies de démonstration de statut et de domination sociale. L'acquisition de ressources, la prise de risque ou la capacité à diriger les autres. Les femmes, elles, ont développé des traits qui signalent la santé et la jeunesse et donc la fertilité. Une voix plus aiguë, la peau douce, un certain ratio poitrine-taille-hanche, des qualités relationnelles, l'écoute, la coopération, des traits essentiels à l'éducation comme l'intelligence sociale, l'empathie émotionnelle, la patience ou l'organisation. Leur compétition à elles passe par le soin de l'apparence, l'hypervigilance sociale ou l'usage du langage pour gagner de l'influence. La confrontation directe, c'est beaucoup plus risqué pour elles. Elles préfèrent des formes de conflits plus discrètes comme la rumeur ou l'exclusion sociale. Les messes basses, c'est pas de la mesquinerie, c'est encore une adaptation. Bon, vous n'allez pas me croire, mais on a survolé les bases. J'espère que ça vous éclaire un peu sur nos comportements et sur nos relations. Vous voyez bien que nos différences ne sont pas des inventions. Et je vous garantis que tout ce qu'on vient de voir sera très utile pour comprendre la suite. Et pour explorer les raisons qui nous divisent, je vous propose de commencer par le plus gros morceau, par un mot qui anime tous les débats, j'ai nommé le patriarcat. Un bon exemple du lavage de cerveau collectif effectué par nos médias, c'est l'idée qu'ont les gens du patriarcat. Pour beaucoup, cette définition, c'est l'oppression de toutes les femmes, sciemment organisée par tous les hommes, dans le monde entier depuis la nuit des temps. Et ouais, rien que ça. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, le résultat d'un siècle de stratégie publicitaire, c'est qu'on nous a appris à préférer les explications simples. Alors jouons le jeu et commençons par ça. Réfléchissons un peu ce que ça implique. Cette théorie est en fait une apologie des hommes et une dévalorisation insultante du rôle historique et de la force des femmes.
Selon eux, les hommes qui sont tous stupides, ultra compétitifs et égoïstes auraient réussi à s'organiser à travers le monde sans moyens de communication, à toutes les époques, dans des langues différentes et dans toutes les cultures, pour maintenir une domination mondiale et opprimer la moitié de l'humanité. Notez qu'on n'a jamais été capable de maintenir un régime politique plus de quelques siècles, mais là, domination mondiale, 300 000 ans non-stop. Et les femmes dans tout ça? Cette même définition les présente comme des êtres passivement soumis pendant des millénaires. Un portrait peu flatteur, vous l'avouerez, pour ceux qui prétendent défendre leur cause. D'entrée, avec un peu de réflexion, leur théorie s'effondre. Mais maintenant que vous êtes calés sur notre évolution, vous allez voir qu'en se tournant vers l'histoire, on peut facilement comprendre comment nos rôles se sont développés réellement. On va démarrer tranquillement avec un petit exercice logique. Vous faites partie d'une tribu d'Homo sapiens qui comprend 20 individus adultes, ok? C'est le moment de partir à la chasse. Dans ces adultes, il y a 4 femmes et 16 hommes. Je vous rappelle qu'à l'époque, pendant la chasse, vous n'êtes pas seulement chasseur, vous êtes aussi une proie. La proie des lions, des hyènes, des léopards, d'ours des cavernes, etc. Vous êtes aussi à la merci de n'importe quelle blessure qui pourrait entraîner votre mort parce que la carte vitale n'existait pas. Bon, qui veut partir à la chasse? Tous les hommes se regardent avec un petit sourire narquois. Ils décident sans sourciller d'envoyer ces demoiselles chercher de la viande parce que la chasse, c'est long, c'est chiant, c'est très dangereux et c'est un petit peu flippant quand même. Comme c'est eux les plus forts, de toute façon c'est eux qui décident, elles n'ont pas le choix. Manque de bol, la chasse se passe pas très bien ce jour-là. Des 4 femmes qui sont parties, aucune ne rentre à la maison. Bon, maintenant on fait quoi? J'exagère l'exemple pour que ce soit bien clair, mais si les hommes vont à la chasse, c'est pas le cœur joyeux en se gaussant d'avoir bien roulé les femmes. C'est déjà parce qu'ils sont mieux équipés physiquement, vous savez maintenant pourquoi, mais surtout parce que des 2 sexes, l'homme est le plus jetable. En termes de survie d'une espèce, quelques hommes et beaucoup de femmes peuvent renouveler une tribu en une génération. Le contraire, ça prend beaucoup plus de temps. Mais pourquoi je vous donne des exercices de maths? Pour que vous compreniez que les hommes sont les individus de notre espèce les plus sacrifiables, et que ça explique beaucoup de nos choix au cours de notre histoire, même encore maintenant. Donc déjà l'homme jetable, c'est un concept qui colle pas trop avec l'idée de la domination patriarcale. Mais revenons à nos chasseurs-cueilleurs. Les hommes partent à la chasse, protègent la tribu, et les femmes participent à la cueillette, chassent le petit gibier et s'occupent des enfants dans la sécurité du camp. Comme on ne possède presque rien, le travail n'a aucune échelle de valeur. Ok, les rôles sont très définis, mais il n'y a pas de différence de statut entre les hommes et les femmes. Chacun remplit son rôle sans se poser des questions existentielles. Et voilà qu'on découvre l'agriculture. Les premières techniques horticoles utilisent des outils très légers comme la houe. Ce qui permet aux femmes de cultiver sans risque pour leur grossesse, pendant que les hommes vont à la chasse ou font des travaux plus exigeants. 2000 ans plus tard, la charrue débarque. Les rendements agricoles sont décuplés. Cet outil, bien que plus efficace, nécessitait une force physique considérable et comportait des risques pour les femmes enceintes. Les fausses couches, c'est pas vraiment top pour la survie d'une espèce. Les hommes ont donc repris la majorité du travail agricole, tandis que les femmes se sont concentrées sur la sphère domestique et familiale. Une fois de plus, je pense pas que les hommes se félicitaient d'avoir manipulé les femmes pour aller suer dans les blés. Je sais pas si vous avez déjà bêché de la terre l'été sous un soleil de plomb, c'est pas vraiment l'idée qu'on se fait des vacances. À l'époque, les 3/4 des familles sont rurales. Tout le monde travaille pour le foyer. Le concept de salaire personnel ou de compte bancaire, ça n'existait pas. On gagnait de quoi faire vivre la famille collectivement et point final. Les femmes géraient par exemple les dépenses et les ventes et négociaient sur les marchés. La vérité est bien plus nuancée que les femmes étaient toutes opprimées. Et puis cette théorie oublie aussi les dynamiques de classe. Les femmes des élites avaient des privilèges que les hommes des classes populaires n'avaient pas. Est-ce que ça équilibre les choses? Non. Dire que presque tout le monde était opprimé ne nie pas l'existence des inégalités. Les hommes, qu'ils soient nobles ou paysans, avaient autorité sur leurs femmes dans certaines décisions. Si ça n'a pas beaucoup changé dans certains pays aujourd'hui, c'est certainement plus le cas dans nos démocraties libérales. Croire qu'on a privé les femmes de tout pouvoir ou initiative, c'est méconnaître notre histoire. Elles ont toujours joué un rôle influent dans la société. La majorité d'entre elles ont aussi été aimées par des hommes qui voulaient leur bonheur. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on raisonne comme si rien n'avait changé. On persiste à voir dans des inégalités résiduelles et en partie discutables la même oppression qu'autrefois. Mais reprenons notre histoire. Après l'époque médiévale, arrive la révolution industrielle. En moins d'un siècle, la force physique est remplacée par les machines. Et du jour au lendemain, ce qui faisait la valeur des hommes, leur corps, leur endurance, devient secondaire sur le marché du travail. C'est précisément à cette époque qu'apparaissent les premiers mouvements réclamant plus de droits pour les femmes. Vous pensez vraiment qu'ils émergent parce qu'après 300 000 ans de docilité, les femmes sont soudainement devenues fortes, intelligentes et déterminées? Et bien sûr que non, elles l'ont toujours été. Ce qui a changé, c'est que la société a évolué à un tel point
que la force physique ne conditionne plus notre place dans le monde. Et en l'espace d'un siècle seulement, les femmes obtiennent le droit de propriété, celui d'ouvrir un compte bancaire et le droit de voter, 100 ans seulement après les hommes et même avant les militaires. Autrement dit, ces inégalités qu'on vous ressasse à longueur de journée n'ont duré, à l'échelle de l'espèce humaine, qu'une fraction de seconde. Le progrès technologique récent a bouleversé nos conditions. Le marché du travail s'est métamorphosé. La majorité des métiers n'exigent plus de force physique, ni de tolérance au risque, ni de résistance à l'épreuve. Ce qu'on nous demande, c'est des capacités que les deux sexes partagent à part égale. Traiter des informations, cliquer sur des boutons et pour les mieux payer, tirer quelques conclusions. Fini la charrue, la pioche et les fléaux. Un petit ordinateur sur un bureau, une boîte de réception qui dégueule d'emails et une machine Nespresso, et nous voilà tous égaux. Et justement, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'à ce moment-là, une idée germe chez ceux qui tiennent les rênes du marché du travail. Dites, ce serait pas intéressant de faire bosser massivement les femmes ? Mais oui, parce qu'en doublant l'offre de main-d'œuvre, sans augmenter la demande, on fait mécaniquement baisser les salaires. Je vous laisse deviner tout seul ce qui augmente. Une motivation suffisante pour que des figures influentes financent un matraquage médiatique, éducatif et culturel. Objectif, faire passer la mère pour une femme soumise, coincée et ringarde, et puis tant qu'on y est, affichons l'homme comme une entité toxique, tyrannique et brutale, et présentons la famille comme une relique honteuse de l'oppression patriarcale. N'allez surtout pas croire que le féminisme radical et les mouvements de justice sociale sont nés d'un élan populaire. C'est la nouvelle poule aux œufs d'or d'une machine à fric qui exploite nos divisions pour encaisser ses dividendes. Un martelage interminable qui finit par persuader la foule qu'il reflète sa propre opinion. Et au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin de marionnettistes pour tirer les ficelles. Le système tourne en boucle, un cercle vicieux d'offres poussé par la demande. Et son cheval de Troie, c'est la liberté individuelle. Ce qui, quand on lit entre les lignes, veut dire esclave de nos pulsions, n'exister qu'à travers le plaisir de dépenser du pognon. Et pour qu'on ne pense à rien d'autre qu'à nous-mêmes et que la machine ronronne sans problème, quoi de mieux que de diviser les gens ? Vous avez regardé la télé ces 10 dernières années ? Le cinéma peut-être ? Un petit remake de Ghostbusters où un homme joue la secrétaire écervelée ? Une comédie musicale sur un chef de cartel mexicain qui a toujours rêvé d'être une femme ? La semaine dernière, j'ai aidé ma fille à réviser son cours d'histoire. Fallait apprendre par cœur les droits et les devoirs des habitants d'Athènes. Un joli petit tableau Excel. Colonne droit pour les femmes, aucun. Colonne devoir, obéir à leur mari, rester à la maison, faire le ménage et la cuisine. Et les dessins animés comme Peppa Pig, Family Guy, où le père est un incompétent complet totalement attardé. Les séries Netflix, où tous les héros sont des femmes. Les hommes, eux, dominés, stupides et faibles, au cœur d'aucune réelle décision. Ça ne vous rappelle rien ? Le négatif d'une vieille histoire qu'on prétend dépasser ? On a juste inversé les rôles, comme une sorte de vengeance puérile. C'est celui qui dit qui est. Et dans ces productions, les mères, quand elles le sont encore, sont des superwomen qui jonglent entre carrière de cadre et leurs enfants, dont l'un n'est autre que leur mari adolescent qui passe sa vie à geindre ou à poser des questions cons. « Chérie, dis, t'as pas vu mes clés ? J'étais sûr de les avoir posées sur la table du salon. » Et madame de lever les yeux au ciel sous l'approbation générale. Et les livres pour enfants ? Combien de romans jeunesse et de BD font le procès de la famille ou de la masculinité ? Ça fait 12 ans que je lis des histoires à mes filles. Et je vous assure, j'ai arrêté de compter les livres où papa-maman s'engueule, le père est mort ou les parents sont divorcés. Chez nous, ça part direct à la poubelle ou ça lance les barbecues l'été. Et encore, il y a peu de temps, c'était un peu déguisé. Aujourd'hui, c'est partout, tout le temps et complètement assumé. On pourrait se consoler après tout, c'est que du divertissement. Mais pas du tout. Parce qu'il n'y a rien de pire que les médias quand ils prétendent détenir une valeur intellectuelle et adresser des sujets de société. Ce soir, le grand débat, dont la nouvelle définition apparemment, c'est d'inviter 5 experts différents qui pensent tous la même chose, ou une personne qui maîtrise son sujet face à 6 adversaires qui ne laissent jamais parler. Et ces jeux du cirque, à faire pâlir Rome, se déroulent sous le plus grand chapiteau du monde, Internet et les médias, avec au balcon pour orchestre la culture de masse. Demandez le programme, le grand duel des genres, un combat de catch endiablé où l'homme et la femme s'affrontent, chacun déguisé en caricature de l'autre. Le dompteur de mal toxique, sous les claquements de fouet, nos spécimens masculins sautent à travers les flammes de leur existence. Utérus et parasite, 2 clowns d'une farce tragique où bébé colonise le corps de sa mère et le dévore de l'intérieur. Ni pondeuse ni soumise, un numéro de voltige acrobatique où des femmes se balancent du haut de leur carrière, sans filet ni bras pour les accueillir quand viendra le temps de redescendre. À la sortie du chapiteau, il n'est pas étonnant qu'un clivage politique et idéologique sans précédent divise les hommes et les femmes. Le monde regorge de pays où les femmes n'ont ni droit ni liberté.
Mais dans nos démocraties libérales, ces batailles sont déjà largement gagnées. Pourtant, on continue à diaboliser les hommes dans leur ensemble, comme si chaque offense verbale, chaque agression physique ou violence faite aux femmes était le fait de la majorité. Pour éviter les vérités inconfortables, on préfère se réfugier dans des généralités, quitte à tout mélanger. Agression sexuelle, Israël-Palestine, LGBT, racisme, droits des femmes, extrême droite, identité. Vous croyez vraiment que cet amalgame de raccourcis ait le moindre effet sur les oppresseurs véritables ? On assiste plutôt en France à un recul monumental de la liberté des femmes. Et on blesse dans leur âme la majorité des hommes qui les ont toujours respectés. Ceux-là sont fatigués d'être désignés comme coupables. Pendant ce temps-là, les responsables, minoritaires et à répétition, eux n'écouteront jamais, ce quel que soit le message. Parce que le vrai problème, celui qui réunit toutes les jeunes femmes, c'est le harcèlement et l'insécurité qui règnent dans nos villes et dont elles font chaque jour les frais. Quiconque parle encore avec elles le sait. J'ai longtemps eu du mal à comprendre pourquoi cette réalité est systématiquement évitée, surtout par ceux qui prétendent les défendre corps et âme. Pourquoi dans les manifs humanistes, tout argument devient fasciste dès qu'il expose des données concrètes qui contredisent leur petite histoire ? Pourquoi la peur de passer pour un réac doit toujours primer sur la vérité ? On assiste depuis 10 ans à une avalanche de lutte morale. Sous couvert de justice sociale, les couches idéologiques s'accumulent et obscurcissent davantage les vrais problèmes. Si tu contestes, de toute façon, t'aimes pas le progrès. Si tu critiques, t'es un nazi. Depuis des millénaires, l'homme développe la pensée critique, élève sa philosophie et parfait la rhétorique, mais 2 ou 3 mots de vocabulaire suffisent à clore tous les débats. Impossible dans ces conditions d'atteindre la vérité, et encore moins de trouver des solutions pour y remédier. Pourquoi les femmes semblent adhérer plus facilement à ces combats contre l'inégalité ? C'est pas parce qu'elles sont plus faibles ou plus naïves. C'est parce que l'égalitarisme est une qualité intrinsèque de l'énergie féminine. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis que pour expliquer pourquoi, il faut revenir à la nature humaine, encore une fois. Joyce Benenson, dans son livre Warriors and Warriors, explore ce sujet en profondeur. Les hommes, elle y explique, ont toujours fonctionné en grande coalition. Une grande quantité d'alliés était nécessaire pour affronter les tribus rivales. Plus le groupe était grand, plus leurs chances de survie augmentaient. Pas question donc de virer des gens à droite à gauche. Il valait mieux s'accommoder des hiérarchies et des inégalités. Les plus forts apportaient leur qualité pour commander, et les plus faibles assuraient la puissance du groupe par la quantité. Les femmes, elles, ont évolué dans un tout autre environnement. Ce qui comptait, c'était la sécurité et la confiance au sein du groupe. Mieux vaut une petite tribu soudée qu'une grande communauté risquée. Quand vous accordez trop de statut à quelqu'un d'autre, vous vous exposez au risque d'être évincé. Et si vous vous démarquez un peu trop, vous devenez la cible de ressentiments et de potentielles représailles. Les femmes favorisent donc la loyauté et le conformisme. Elles blacklistent rapidement les éléments toxiques et ont une aversion instinctive au conflit et au risque. L'égalité pour elles, c'est une stratégie de survie. Leur empathie débordante est le fruit de notre évolution. Pour comprendre et protéger des nourrissons qui n'ont pas encore le langage, elles ont développé une sensibilité aiguë à la détresse invisible. Quand un bébé pleure, ce qui compte, c'est pas juste de l'entendre. C'est d'être assez concerné pour vouloir comprendre et ne pas lâcher tant qu'on n'a pas résolu le problème. Là où l'homme est le protecteur de la violence physique, les femmes sont les garantes du bien-être émotionnel. Cet instinct maternel les rend plus vulnérables, surtout quand elles n'ont pas d'enfants pour le canaliser. Et cette empathie a tendance, dans un monde hyper connecté, à se projeter sur le monde entier. Et de plus en plus de gens s'identifient comme des victimes. L'ascension des femmes est une avancée qu'il faut célébrer. La dernière chose à faire serait de revenir en arrière. Mais comme tout écosystème dont on modifie l'équilibre, le nombre grandissant de femmes dans des institutions clés impacte certaines dynamiques de notre société. En 1951, le psychologue Solomon Asch a voulu tester un truc très simple. Jusqu'où quelqu'un est prêt à nier l'évidence sous la pression du groupe ? Apparemment très loin. Quand des complices donnent une réponse absurde, 75% des gens les suivent. Cet effet a été reproduit sans faille depuis plus de 50 ans. La reproductibilité des résultats d'une expérience, c'est un pilier de la méthode scientifique. Pour qu'un modèle scientifique soit valide, il doit mieux prédire que les précédents et formuler moins d'hypothèses. Il doit aussi s'intégrer logiquement à tout ce qu'on sait déjà. Un scientifique ne cherche pas à avoir raison, il cherche plutôt à avoir tort et le plus vite possible. Qu'on débatte ses idées de façon constructive, parce que c'est comme ça que la science avance. Le cœur de sa démarche, c'est de confronter ses idées à ses pairs et la réalité pour s'approcher toujours plus près de la vérité. Je suis pas en train de digresser, restez accrochés, tout ça va bientôt faire sens, je vous promets. Malgré cette exigence de rigueur, l'idéal scientifique est en train de vaciller. Plusieurs études récentes, dont celle menée par la psychologue Cory Clark, montrent un basculement idéologique du monde académique.
Selon un rapport de 2019, 59% des femmes dans le domaine de la recherche déclarent qu'il est plus important de favoriser une société inclusive que de protéger la liberté d'expression. 71% des hommes répondent que non. En moyenne, elles sont plus hostiles au contenu qu'elles jugent offensant et plus favorables à la censure d'idées qu'elles perçoivent comme dangereuses ou nuisibles à certaines communautés. Là où les hommes placent la priorité sur la rigueur scientifique et la quête de la vérité, les femmes valorisent davantage la protection et le bien-être émotionnel de tous. Mais ça ne s'arrête pas là. Clark écrit aussi « Dans un projet en cours, j'ai constaté que cet écart se réduit chez les jeunes. Jeunes hommes et jeunes femmes ont des préférences de censure de plus en plus similaires à celles des femmes adultes. » Autrement dit, cette attitude devient la norme. La part des femmes dans nos institutions a explosé. Dans le domaine universitaire, dans la magistrature, le journalisme, la télévision, le monde de la recherche ou de l'éducation. Des domaines massivement subventionnés par l'État qui ne fait pas mystère de ses orientations. C'est aussi lui qui décide des programmes de l'éducation nationale où les enseignants sont majoritairement des femmes formées dans les mêmes universités. Depuis 10 ans, ces institutions dérivent dangereusement de l'idéal de rigueur et de vérité qui est censé guider leur mission. On y est constamment matraqué, eux diront sensibilisé, au culte woke de la justice sociale et de l'équité. Face à la pression des collègues, à la peur d'être ostracisé, de perdre ses subventions, de flinguer sa carrière ou sa réputation, beaucoup n'osent plus parler de certains sujets, ni poursuivre certaines recherches, voire n'y sont plus autorisés. D'autres vont jusqu'à enterrer des années de travail après une vie entière passée à étudier, parce que leur discipline fait tâche dans le narratif de l'idéologie ambiante. Et quand certains ont encore le courage de faire des vagues, on exige qu'ils rétractent leurs publications, on les humilie en public, sans oublier de les arroser des sobriquets à la mode, racistes, fascistes, sexistes, transphobes, et abracadabra, on clôt tous les débats. Ce sont pourtant ces institutions qui, à force de rapports, de décisions juridiques, d'études, de chroniques médiatiques et de programmes scolaires, façonnent l'opinion publique et notre société. Quand personne ne risque rien à dire ce qu'il pense, les discussions dans notre pays reflètent majoritairement ce que les gens pensent vraiment. En l'absence de propagande qui divise le monde entre les bons et les méchants, les désaccords existent, mais les idées circulent, et si les débats sont parfois tendus, ils restent ouverts et intelligents. Dans ces conditions, notre démocratie fonctionne comme un grand laboratoire de la méthode scientifique. La vérité ne s'impose pas, elle se cherche et se construit ensemble. Mais quand le prix à payer devient trop grand, les gens ne disent plus ce qu'ils pensent. Ils disent ce qu'ils croient pouvoir dire. Pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils veulent survivre, continuer à exister. Notre société se transforme alors en une chambre d'écho monumentale. Même ceux qui pensent autrement finissent par se taire en public, ou pire encore, à jouer le jeu des autres. Parce que c'est bien plus confortable de faire partie de ceux qui pointent le doigt que d'être celui vers lequel ils sont tous pointés. Les faux semblants deviennent alors la norme, et avec un peu de temps, la norme devient la vérité. On se retrouve avec un dilemme du prisonnier à l'échelle de toute la société. Tout le monde attend que quelqu'un parle, pour pouvoir se livrer, mais personne n'ose être le premier. De l'extérieur, tout porte à croire qu'on pense tous la même chose. Et certains au milieu finiront par se dire « si tout le monde est d'accord, c'est peut-être moi qui suis con ». Le philosophe Byung-Chul Han écrit dans La Société de transparence « Nous vivons maintenant dans une société de contrôle horizontal, où les individus se livrent d'eux-mêmes. Ils montrent, publient, commentent, partagent, dénoncent, expliquent, confessent, s'exhibent. Ils n'ont plus rien à cacher. Et dans un monde pareil, la censure est inutile. Il n'y a plus besoin de les surveiller. Ils se surveillent tout seuls. Et nos enfants grandissent là-dedans. Ils n'auront pas besoin de faire semblant. On leur enseigne tout ça directement. De la crèche à l'université, à travers la culture, les livres, le cinéma, les dessins animés. Ils ne feront pas que le dire, ils y croiront dur comme fer. Ces enfants sont les adultes de demain. Certains ont déjà bien grandi. Et si on allait voir où ils en sont, en commençant par ceux dont plus personne ne veut entendre parler? Une famille sur 4 en France est monoparentale, et dans 85% des cas, c'est la mère qui obtient la garde. En 2020, 4 millions d'enfants mineurs avaient des parents séparés. J'ai pas les chiffres de cette année, mais on peut sans trop de risques présumer qu'ils ont encore augmenté. Un garçon sans figure paternelle a 3 fois plus de risques de décrocher de l'école, de sombrer dans la délinquance, dans l'addiction, ou de présenter des troubles du comportement. Je vous épargne la liste complète, elle est facile à trouver. Ces chiffres ne font qu'effleurer la surface. Les conséquences de l'absence de père dans la vie d'un garçon sont colossales. Elles affectent son futur, sa santé mentale, et donc toute la société. Une mère peut très bien gérer un fils pendant ses premières années. Mais à l'approche de la puberté, les choses se compliquent. Un garçon a besoin d'un père pour devenir un homme et construire son identité. Le père incarne l'autorité. Il a la force de caractère et la carrure nécessaires pour imposer des limites. Il montre, par l'exemple, la valeur du travail, de la discipline, comment aimer et respecter une femme
par la manière dont il traite sa compagne. Il enseigne le contrôle de soi et le respect des règles des autres et la gestion des frustrations inévitables de l'adolescence. Il montre surtout à son fils que les pulsions propres à la nature masculine peuvent être mises au service de choses qui le dépassent. Dans le cas contraire, ses forces se retourneront contre lui, ou pire encore, contre les autres. Il n'y a pas si longtemps, quand un père manquait à son devoir, on avait encore l'école pour sauver un peu les meubles. Mais aujourd'hui, elle n'est qu'une garderie démesurée, où l'autorité n'a plus sa place, où le savoir se dilue dans les idées, et où tout ce qui ressemble de près ou de loin à un comportement masculin est systématiquement réprimé. Il suffit de regarder comment les conflits y sont gérés. Les rituels d'affrontement, qui forgent l'identité des garçons, ont été effacés. Les bousculades légères sans conséquence sont constamment interrompus par l'outrage puéril de surveillantes mijaurées. J'ai pu en témoigner du premier rang en tant qu'accompagnant sur des sorties scolaires. Même les joutes verbales, où les idées pouvaient se confronter, sont écrasées par un consensus permanent et une médiation adulte omniprésente. Tout le monde doit être d'accord. On harmonise les opinions, et pas n'importe lesquelles. L'apprentissage organique des limites sociales a été remplacé par une surveillance verticale régie par l'anxiété qui pathologise l'énergie masculine plutôt que de la canaliser. Tout comportement non conforme à une égalité aseptisée devient une anomalie médicale. Le moindre mot de travers, une micro-agression potentiellement traumatisante. Il ne faut pas se surprendre que les garçons décrochent. L'école moderne valorise des qualités dans lesquelles les filles excellent souvent. Elles sont d'ailleurs maintenant plus diplômées que les hommes. Le succès à l'école repose sur des règles comme le calme, le respect des consignes et la concentration. Des attentes légitimes, mais nettement plus faciles à suivre pour les filles que les garçons. En parallèle, l'école s'est détachée progressivement des apprentissages concrets, le savoir-faire artisanal et les travaux techniques et manuels. Elle privilégie aujourd'hui des concepts toujours plus abstraits. Le corps enseignant s'est massivement féminisé, un environnement favorable à la nature féminine où les traits masculins deviennent des handicaps. Et pour couronner le tout, on a supprimé le dernier garde-fou social, le passage par l'armée. Des traditions tribales les plus anciennes jusqu'au service militaire, les rites de passage ont toujours eu un rôle fondamental. Séparer le garçon de sa mère, l'arracher à l'enfance et le transformer en homme utile à la société. C'est que l'homme a besoin d'une mission, et pendant longtemps cette mission était claire. Dépasser l'enfance, trouver du travail, se marier et fonder une famille, aimer et protéger sa femme, trouver dans son bonheur la récompense de ses efforts, élever ses enfants, transmettre ses valeurs, et jouir du plaisir de les entendre s'amuser et rire. Être le pilier sur lequel tous peuvent s'appuyer. Pour ça, il est prêt à souffrir, travailler dur, se taire et encaisser. Depuis toujours, ce sont les femmes et les enfants qui canalisent l'énergie des hommes. Car la majorité des hommes sont bons. Ils ne vivent pas pour dominer. Ils ont juste besoin de se sentir utiles. Ce qui les pousse à avancer, ce n'est pas la soif de pouvoir, mais le besoin de servir pour mériter l'amour des femmes. Les femmes naissent avec un pouvoir magnifique, presque sacré, celui de donner la vie et de choisir avec qui. Les hommes, eux, naissent avec un défi, se rendre dignes d'être choisis. Pour ça, il faut marquer des points. Ils sont l'échelle de leurs valeurs. Et ces points se gagnent jusque dans les moindres détails. Ouvrir un bocal de cornichons, écraser une araignée au plafond, changer une roue pour dépanner, rentrer du bois de chauffage, déboucher un siphon. Ces moments seront les meilleurs de leur journée. Pas parce qu'ils pensent que les femmes sont faibles, mais parce qu'ils ont un besoin profond qu'on reconnaisse leur utilité. Aujourd'hui, on vit en ville dans des apparts de location. Le moindre problème se règle par un coup de téléphone. Personne ne sait plus rien réparer. À quoi bon? On n'est même pas vraiment chez nous. Pas de gazon à tondre, pas de haies à tailler, aucun arbre à abattre ou de terre à retourner. Tous les jardins sont publics. Les repas, livrés par Uber Eats. Le travail, prisonnier du rêve d'un autre. Pour se chauffer, il n'y a qu'à tourner le bouton. Entretenir sa voiture, on n'a même plus le permis. On prend les transports en commun, le vélo, ou le sommet de l'évolution, les fesses serrées sur une trottinette électrique. Même la rémunération d'un homme n'est plus indispensable. Sa femme travaille aussi, et c'est tant mieux pour elle. Comme c'est le cas aux États-Unis, elle gagnera bientôt plus que lui. De toute façon, vu le coût de la vie en ville, 2 salaires ne sont jamais de trop. Surtout quand on est bombardé de pubs du matin au soir et que les commerces sont la seule vue dans le paysage. On croise des milliers de gens, mais on ne connaît personne, et les gens nous le rendent bien. C'est que plus les gens se font rares, plus on apprécie leur valeur. Autant vous dire qu'à Paris, vous ne valez pas grand-chose. Alors on dépense son argent pour exister. Il faut à tout prix se distraire. Et quand on veut souffler un peu et échapper à la routine, on n'a pas d'autre choix que de fuir. Alors on ressort sa carte bleue, direction la campagne, histoire de retrouver un peu d'air avant d'aller retourner bosser.
Quelle mission reste-t-il aux hommes dans ces conditions ? Quelles opportunités ont-ils de prouver leur valeur dans une relation ? C'est pas surprenant que toutes les discussions finissent par tourner autour du ménage ou de la vaisselle. Si c'est le symptôme frappant de la pauvreté du débat, c'est surtout le signe d'une société vautrée dans le confort et tellement engourdie par l'abondance qu'elle a perdu tout sens du sacrifice pour le bien collectif. Parce que vider un lave-vaisselle ou aspirer 30 mètres carrés au XXIe siècle sont devenus des épreuves insurmontables. Parce que quand on ne fait plus rien par amour et qu'on ne pense à rien d'autre qu'à soi-même, mettre le linge dans une machine, c'est plus être garant du bien-être familial, c'est alourdir une dette dans une comptabilité débile. Quand la vie d'un couple se résume à bosser du matin au soir, à récupérer les enfants tard, à rentrer à pas d'heure dans le bordel de la veille et se plaindre de plus comprendre ses gosses alors qu'ils sont élevés par les autres, faut pas s'étonner qu'on sature. Et épuisé de cette course interminable, on finit rincé dans le canapé, à engloutir des burgers devant une énième série parce qu'on l'a bien mérité. Alors on se traînera au lit, où on n'arrivera pas à dormir parce que demain faut recommencer. Vous trouvez ça surprenant qu'on finisse par s'engueuler ? Le problème, c'est pas vraiment la vaisselle, c'est l'absence de projet. La famille, c'est un idéal qui se construit ensemble, pas une coloc où chacun rentre s'effondrer. C'est pas un compromis, c'est une solution collectivement identifiée à un problème. Une équipe soudée, unie par une mission, où les rôles sont choisis ensemble et assumés, et où chacun les porte avec fierté. Mais allez-y, collez sur le frigo comme dans les chiottes McDo, un planning pour savoir qui doit passer l'aspirateur. Puisqu'on vous dit que c'est garanti, votre couple retrouvera sa splendeur. Pourquoi cette obsession de déconstruire les hommes ? Qui des femmes, des enfants ou de la société va y gagner ? Moi je vais vous le dire, personne. À force de répéter à nos garçons qu'ils sont un problème à corriger et que leur nature toxique doit être réprimée, on ne forme plus des hommes capables qui enrichissent la société. On fabrique des Peter Pan à la chaîne, des puers à Eternus, perdus et isolés. Et face à un monde qui ne veut plus d'eux, beaucoup choisissent de fuir ou se retirer. Et des milliers de jeunes hommes frustrés, c'est une bombe qui ne demande qu'à exploser. Quand ils échappent à la violence, ils restent coincés en enfance. Leur besoin d'accomplissement, de compétition et de coalition, ils l'assouvissent dans les jeux vidéo. Leur goût du risque, dans le poker en ligne et la crypto. Leur libido inassouvi, dans un torrent de porno. Et ils étoufferont leur mal-être dans des volutes de White Widow. Je vous laisse imaginer de quoi sera fait demain, avec l'IA et les robots, quand on aura tous à la maison un partenaire synthétique qui nous dira tout ce que l'on veut entendre et assouvira toutes nos pulsions. Qu'est-ce qui justifiera encore d'affronter le monde et sa friction ? Quand les récompenses artificielles imitent chaque jour plus fidèlement celles du réel, à quoi bon sortir de sa chambre ? C'est tellement plus confortable que d'affronter l'échec, de s'entendre dire non, de développer son caractère et transcender sa frustration. L'existence de l'homme moderne ne repose plus sur des valeurs forgées par la discipline, l'effort ou l'ambition, mais sur une chaise de gamer armée d'un rouleau de sopalin, de 2 écrans et d'un pochon. En l'absence de figure paternelle et dans une société qui ne s'occupe plus de ses hommes, beaucoup de garçons sont en perte de repères, avides de trouver des réponses à leurs questions. De là, il n'y a qu'un pas pour douter du sens même de leur propre existence ou se tourner vers les discours les plus extrêmes à la recherche désespérée d'une direction. Et il ne faut pas croire que dans toute cette histoire, seuls les hommes sont perdants, car les femmes aussi ont été trahies, et non pas par les hommes, mais par des illusions. La trajectoire des femmes modernes est pavée d'injonctions contradictoires, une danse fastidieuse entre des désirs profonds et l'émancipation promise par la révolution sexuelle. On ment aux femmes depuis longtemps. On leur répète avec une insistance quasi religieuse que rien ne sera jamais plus important pour elles que leur carrière, que leur valeur se mesure à leur réussite professionnelle. Là-dessus, la doxa est claire. L'émancipation passe par le travail. Gardienne du bien-être familial n'est pas une position honorable. Mieux vaut les encourager à troquer leur cage, fantasme de bourgeoises qui s'ennuyaient, contre une prison bien plus réelle, celle de réunions stériles, d'un petit bureau climatisé et d'heures sup à l'appel. La horde académique recycle ses propres traumatismes familiaux en théorie politique et voit dans chaque foyer traditionnel le spectre du méchant patriarcat. Les femmes se lancent en masse dans une course effrénée. Leur carrière est le symbole de l'épanouissement et de leur liberté, persuadées que le reste peut bien attendre. 90% d'entre elles ont le projet de fonder une famille, mais elles le repoussent chaque année. En attendant, le temps est comme suspendu, un prolongement de la jeunesse où tout est encore possible, mais rien ne se construit vraiment. Les relations sont légères et sans promesse, pas par frivolité, mais parce que l'engagement n'est pas une priorité, voire un danger pour leur carrière. Alors on vit, on sort, on aime un peu, on s'amuse, puis on recommence. On leur a vendu la pilule contraceptive comme une libération, comme un progrès, celui du contrôle de la reproduction.
Mais depuis la révolution sexuelle, le nombre de naissances hors mariage n'a cessé d'augmenter, tout comme le nombre de familles monoparentales. La pilule contraceptive a surtout dissocié le sexe de la maternité. Elle a été le tremplin d'un hédonisme exacerbé. Votre corps vous appartient, qu'on leur disait. Certaines semblent y avoir lu l'injonction de mieux le donner. Et surtout ne pas s'attacher, ce serait se soumettre. La vie doit être une succession de plaisirs qu'il faut compulsivement collectionner. Le mimétisme social, ici aussi, fait son effet. Plus nombreux les amis qui suivent cette trajectoire, plus rares sont les exemples capables de nous en détourner. Chacun voit l'autre courir vers un mirage et personne ne veut être le premier à prendre le virage. Pour la première fois dans l'histoire, plus de la moitié des femmes de 30 ans n'ont pas d'enfants. Pourtant, passé cet âge, beaucoup d'entre elles commenceront à douter. Entourées d'hommes, prêts à sacrifier leur vie sur l'autel de leur ambition, elles se demandent si elles ne se sont pas trompées de combat. Une dissonance existentielle commence à résonner en elles. Un désir refoulé remonte lentement à la surface. Et quand le désir d'enfant émerge, il frappe souvent avec une force qui vient tout ébranler. La cruelle vérité, dont personne ne veut parler, c'est que la fertilité des femmes, elle, ne peut pas attendre. À 30 ans, une femme n'a déjà plus que 50% de chances de concevoir naturellement. Passé les 35 ans, tout s'effondre rapidement. Les risques augmentent, difficultés à tomber enceinte, fausses couches plus fréquentes, complications pendant la grossesse. Et ça, c'est quand on est en parfaite santé. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Les risques pour l'enfant après sa naissance, eux aussi s'accumulent. Les journaux vous parlent de la hausse de l'infertilité en France, de la mortalité infantile qui recommence à augmenter. Mais personne ne vous dit que la cause principale, c'est ce retardement massif de la maternité. Pourtant, on continue de pousser les femmes à attendre. Certaines entreprises vont jusqu'à financer la congélation des ovocytes de leurs employés. Donnez-nous vos meilleures années et la science vous donnera des enfants plus tard. Encore un mensonge éhonté dont les femmes sont victimes. Les taux de réussite de ces procédures sont très faibles et les traitements éprouvants, tant physiquement que psychologiquement. Paradoxalement, dans une époque obsédée par les menstruations, l'avortement et la contraception, le silence sur la fertilité réelle des femmes reste total. Pire, notre culture les encourage à l'unisson à ne pas faire d'enfants. Une désinformation aux conséquences tragiques pour les femmes comme pour leurs compagnons. Parce que passé la trentaine, de nombreux couples découvrent trop tard qu'il ne suffit pas de vouloir des enfants pour en avoir. Des communautés peu connues existent pour ceux qui, après des années d'espoir déçus, de parcours médicaux épuisants et d'échecs répétés, finissent par renoncer. On y parle de douleur, de solitude, de vide existentiel. Un autre mot revient souvent, le deuil. Pas celui d'un être perdu, mais celui de l'enfant qu'on n'aura jamais. Si 10% des femmes sans enfants sont stériles, et 10% l'ont décidé, 80% des femmes sans enfants ne l'ont pas choisi. Ce n'était pas leur priorité. Et au moment de se décider, il était trop tard, ou l'homme qu'elles espéraient était trop difficile à trouver. Parce que pendant qu'on attend, la vie, elle, s'organise. Elle se remplit d'habitudes, de contraintes et de responsabilités. Il ne s'agit plus seulement de rencontrer quelqu'un, mais de trouver celui qui saura s'intégrer dans un espace millimétré. Et pour un enfant, il ne s'agit même plus d'ajuster, il faut tout réinventer. L'hypergamie féminine n'arrange pas leurs problèmes. Là où les hommes n'accordent que peu d'importance au statut et aux revenus de leurs partenaires, les femmes, elles, cherchent souvent un homme au moins leur égal, sinon plus haut sur cette échelle. Dans ce monde où elles gravissent tous les échelons et où les hommes décrochent, le marché des partenaires à la hauteur ne cesse de diminuer. Aujourd'hui, 80% des rencontres se font en ligne. Jamais l'humanité n'a été aussi connectée et jamais elle ne s'est sentie aussi seule. En 2021, 44% des 18-25 ans déclaraient n'avoir eu aucun rapport sexuel et ce chiffre continue de grimper. La quête de l'âme sœur s'est transformée en une errance sans fin dans un marché numérique des corps. En surface, l'abondance donne l'illusion d'un choix illimité et la promesse de trouver son bonheur. Mais cette profusion nous renvoie surtout à tout ce que l'on pourrait rater. Chaque rencontre se teinte de provisoire. L'autre devient un produit sans cesse imparfait face à l'idéal abstrait promis par l'algorithme. Les sites de rencontres ont suivi la même évolution que les réseaux sociaux. Leur unique objectif est d'optimiser l'attention et la récompense immédiate pour installer une forme de dépendance et monétiser les utilisateurs. Tout y est gamifié, swipé, matché, chatté. Chaque profil est une campagne marketing bien huilée où chacun falsifie son CV pour chasser les matchs comme on chasse les j'aime sur Instagram. L'identité devient une marque personnelle, un produit à promouvoir en permanence. La distance du numérique remplace la friction du réel. Elle affranchit les consciences de l'éthique organique des relations humaines. Vidée de son humanité,
l'autre est un objet jetable, sans risque ni conséquence. Et pour trouver la pépite, on jongle avec les filtres. Âge, distance, genre, éducation, ethnie, taille, profession, et surtout type de relation, qui cache aujourd'hui sous des libellés poétiques l'option de juste baiser. C'est l'Amazone du corps humain, un pimp ton godemiché, un rituel divorcé de la magie des rencontres fortuites et de l'alchimie inattendue des personnalités. Les femmes en moyenne préfèrent un homme d'au moins 1m83. Voilà 90% des partenaires écartés avant qu'un seul mot ne soit échangé. Le compagnon idéal est une liste froide de critères superficiels. Chacun customise sa poupée gonflable comme on ajoute du lait de soja et des M&M's en commandant son latte. Comme si l'âme sœur était à une partie de jambes en l'air de se révéler. L'individu devient un produit comme les autres. Il doit nous satisfaire dès livraison ou être retourné sans frais. On parle sans se toucher, on se touche sans se parler. On oublie surtout comment s'aimer. L'intimité physique est précipitée sans s'encombrer des émotions censées la consacrer. Mais on ne bâtit pas des fondations solides sur du préfabriqué. Et face à une profusion de demoiselles prêtes à offrir leur corps sans coût réel, beaucoup d'hommes renoncent à la monogamie et préfèrent butiner dans cette réserve inépuisable de partenaires. Nous voilà replongés dans les dynamiques prédatrices du passé. C'est la libération des femmes, à ce qu'il paraît. Sur les plateformes de rencontres, 10% des hommes reçoivent 90% de l'attention féminine. Les autres ne côtoient que silence, mépris et rejet en cascade. Ils n'ont ni la gueule, ni le corps, ni la taille pour traverser les filtres. Quel regard finissent-ils par porter sur eux-mêmes ? Combien dans cette humiliation constante choisissent de s'isoler du monde ou de haïr les femmes ? Depuis MeToo et la submersion de nos rues par une légion de rossignols aux mains trop baladeuses qui n'ont que « t'es bonne, donne-moi ton tel » comme mot de vocabulaire, des millions d'hommes respectables ne peuvent plus approcher une femme. Ils n'ont plus d'autre choix que celui d'errer comme des fantômes dans des vitrines digitales où personne ne les regarde. Et du côté des femmes, ce n'est pas toujours tout rose. Certaines collectionnent les relations éphémères et se livrent en proie volontaire à une horde de prédateurs. Des hommes qui ne voient aucun intérêt à s'investir et dont elles savent très bien qu'elles ne porteront jamais les enfants. Pourquoi coucher avec des hommes avec lesquels elles n'envisagent aucun avenir ? Le sexe reste un moteur puissant, irrépressible, au cœur de la nature humaine. L'hédonisme sauvage qui marque la jeunesse, à l'origine, nous pousse à trouver un partenaire. Mais sans la perspective de fonder une famille, ce mécanisme n'a plus d'étape suivante. Ce qui devait être une phase devient un cycle perpétuel. Les hommes cessent d'incarner une quelconque promesse d'avenir et deviennent de simples sextoys conscients. L'accès au sexe, dont les femmes ont toujours été les gardiennes, est désormais ouvert, gratuit, sans conséquence. Plus besoin de montrer patte blanche. Les hommes prennent et disparaissent. C'est semer et partir. Les travaux en psychologie démontrent un lien entre le sexe sans attache et les traits de la triade sombre. Narcissisme, machiavélisme, psychopathie, parfois même jusqu'au sadisme. Je vous laisse chercher en ligne chaque définition. L'éducation sexuelle des hommes, aujourd'hui dominée par la pornographie, n'arrange pas nos petites affaires. Les femmes sont vues comme des produits à consommer et découvrent avec stupeur des méthodes qui n'ont plus rien de sacré. Certaines finissent même par adopter les pires travers des hommes qu'elles critiquaient. Elles embrassent à leur tour les codes de la marchandisation du corps, une expression paradoxale de leur libération. Des poses hyper sexualisées sur Instagram, aux contenus explicites monétisés sur OnlyFans, tout y passe, et dès le plus jeune âge. Du suggestif au plus pornographique. La prostitution numérique est à son apogée. Je vous passe les détails, mais renseignez-vous sur Lily Phillips ou Bonnie Blue, on pense halluciner. Et le plus inquiétant, c'est que socialement, ce n'est pas seulement toléré, c'est presque célébré. Pas étonnant dans ce contexte que lorsque les femmes réalisent, une fois passée la trentaine, qu'il est temps de trouver un homme valable, beaucoup sont désenchantées. Alors certaines hésitent et d'autres renoncent à essayer. Heureusement, il arrive encore qu'un homme et une femme parviennent à s'entendre et décident de s'engager. Mais 20 ans à fuir les relations longues ne nous apprend rien de ce qui les fait durer. Il faudra encore quelques tentatives, 1 ou 2 partenaires, encore quelques années. Et quand viendra enfin le bon, un jour se posera la question d'avoir un enfant. Mais on le repoussera encore, comme tous ces projets qui comptent vraiment. Parce que le changement, ça fait peur, parce qu'on attend le bon moment. Mais il n'y a pas de moment idéal pour avoir des enfants. Si ceux où on ferait mieux de s'abstenir sont faciles à identifier, le moment parfait, lui, n'existera jamais. C'est une illusion confortable, en soi une autre forme de procrastination. Sauf que ce projet-là, constamment remis à plus tard, a un prix très dur à payer. Un prix que notre obsession du présent et notre incapacité à nous projeter nous empêchent de mesurer. On le paiera dans nos vieilles années, qu'on passera sans enfants ni petits-enfants pour nous entourer.
avec pour compagnie le silence de la solitude, une valise de regrets et le doute d'avoir peut-être manqué l'essentiel. Je voudrais, avant de conclure, râler un peu et parler de ces couples qui affirment, avec une certitude quasi militante, qu'ils n'auront jamais d'enfants. Plus qu'un choix, c'est une véritable conviction. Et souvent, ils ont des bonnes raisons, parce qu'ils n'ont pas le budget, ou que le monde est trop pourri pour y faire naître un enfant. Chacun est libre de ses choix, il faut respecter ça. Et quand je vois certains d'entre eux, je peux pas m'empêcher de me poser des questions. Le tableau est souvent le même, 2 salaires, aucune contrainte, une existence centrée sur le confort, des vies d'adolescents où la consommation et le plaisir sont omniprésents, jeux vidéo, sorties entre amis sans enfants, loisirs coûteux, voyages, restaurants. Ils prendront peut-être un chien qu'ils appelleront bébé et compareront son déchanté à un enfant, un truc qu'on n'entendra jamais dans la bouche d'un parent. Quant à leurs problèmes de budget, on voit que c'est une question de priorité. Pour ce qui est de ce monde pourri, ils semblent pas mal en profiter. Du coup, des fois, je me demande, s'ils ne veulent pas d'enfants, est-ce vraiment par principe ou par aversion refoulée du sacrifice ? Dans l'océan de leur jouissance désinhibée, l'enfant, ce produit qu'on ne peut pas retourner, est le boulet qui menace de tout faire couler. Se mentir à soi-même pour éviter de se regarder en face et échapper au jugement des autres, c'est vieux comme l'humanité. Depuis la nuit des temps, le puritanisme habille ses petits calculs de grands discours. Il signale sa vertu pour mieux dissimuler son agenda personnel. C'est tellement plus simple que d'assumer des motivations moins louables. Quand on est prisonnier du confort et des plaisirs permanents, il devient difficile de trouver le courage qu'exige un enfant. Le courage de se sacrifier, d'assumer des responsabilités, de fournir des efforts dont on ne peut s'échapper. Le courage d'éduquer, d'endurer la colère et le rejet, de renoncer à la gratification immédiate pour le bien-être futur d'un autre. Pourquoi se compliquer la vie ? Mieux vaut jouir d'un monde et de droits hérités d'autrui que d'affronter les devoirs qui les ont rendus possibles. Les enfants des autres pourront bien payer leur retraite et livrer leurs colis, soigner leur Alzheimer aussi. Ils feront tourner ce monde qu'ils disent pourri. Enfin, un jour, peut-être, dans un lit d'hôpital ou un EHPAD, l'enfant d'un autre leur tiendra la main et leur sourira dans les derniers moments. Certains vous disent l'air innocent, quand je vois les enfants des autres, j'ai vraiment pas envie d'en avoir. N'est-ce pas l'aveu ultime du renoncement ? Une confession accidentelle de leur vision, nos choix ne dictent en rien l'état du monde. Quand on ignore que les enfants sont le reflet des choix de leurs parents, on avoue sans le vouloir ne pas se sentir responsable du monde qu'on laisse. La sauvegarde de leur Éden sera l'affaire des autres. Avant de parler des solutions, je voudrais qu'on aborde un point très important. Ce système qui détruit la famille, c'est nous qui le finançons, et massivement. Des dizaines de milliards d'euros, dilapidés dans des institutions qui font couler la France. Et d'où provient tout cet argent ? De la TVA, des impôts sur le revenu, de vos taxes foncières, des cotisations sociales sur les salaires, de la taxe carburant, la taxe sur le tabac, des taxes, et la liste continue, jusqu'à votre dernière facture, vos droits de succession. La France détient le record mondial des prélèvements obligatoires. Sur 100 € générés par votre travail, l'État en récupère 46 au total. Vu ce qu'il en fait, peut-on encore oser parler de service public ? La réalité ressemble plutôt à une secte et son gourou qui prépare un suicide collectif. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que notre contribution est double. Après avoir payé pour notre destruction, on repasse à la caisse pour financer les réparations. La prise en charge des personnes âgées isolées, délaissées par leurs familles éclatées. Système de protection de l'enfance pour les milliers d'enfants sans foyer stable. Les structures d'accueil, les garderies, nécessaires lorsque les parents triment à plein temps. Accompagnement spécialisé en milieu scolaire. Traitement des problèmes de santé mentale et d'addiction. Les allocations aux familles monoparentales qui survivent sous perfusion. Le système judiciaire et carcéral pour gérer la délinquance. Les allocations chômage pour ceux qui abandonnent leur scolarité ou renoncent au travail. La liste est longue, mais je vais m'arrêter là. Plus de la moitié des dépenses publiques qui creusent chaque jour la dette financent les conséquences de l'éclatement familial. Quiconque souhaite réellement relever la France devrait peut-être commencer par là. Alors, comment on sort de cette spirale ? C'est quoi la solution ? Nos idées tracent le chemin de nos vies. Ce qu'on tient pour vrai détermine nos aspirations et donc par conséquent, la personne que nous devenons. Aujourd'hui, les gens se noient dans un océan d'informations, servis en boucle par les médias, les écoles, la médecine, les politiques et la science. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Personne ne peut nous forcer à tout gober sans réfléchir. S'il existe un domaine sur lequel nous aurons toujours le contrôle, c'est ce vers quoi nous dirigeons notre attention. Ma solution va certainement vous décevoir, parce qu'elle est assez simple finalement.
C'est presque aussi facile que d'appuyer sur un interrupteur quand on a besoin de retrouver la lumière. Et cet interrupteur, il est dans votre esprit. C'est votre capacité à choisir les idées qui façonnent votre vie. Le premier pas vers une solution, et sans doute le plus fondamental, c'est de retrouver le courage de penser par nous-mêmes, de débrancher le pilote automatique, cesser de tout avaler sans filtre, de vous laisser plus distraire par le bruit et les images qui vous bombardent. Reprenez le contrôle de votre attention. Ça vaut aussi pour vos convictions. Comme l'écrit Gurvinder Bhogal, en vous focalisant moins sur ce qui vous indigne et davantage sur ce qui vous inspire, votre idéalisme pourra se tourner vers des solutions concrètes au lieu de reformuler les problèmes de manière toujours plus absurde. Votre hygiène mentale, c'est comme votre alimentation. Sa qualité dépend d'une sélection consciente et informée de votre consommation. Vendez votre télé, éteignez la radio, passez une journée à purger vos abonnements. Gardez ceux qui vous enrichissent vraiment et font avancer vos projets. Arrêtez d'agir en victime, prenez vos responsabilités. Identifiez un de vos problèmes et faites le premier pas, aussi ridicule ou minuscule soit-il. Même si c'est tellement petit que vous avez honte de l'avouer, tout le monde s'en fout, personne vous regarde. L'important c'est de bouger. Soyez proactif dans la quête des idées qui nourrissent vos actions. Recommencez à lire des livres, diversifiez vos sources d'informations, osez remettre en question. Réapprenez à discuter, à débattre, pas pour gagner mais pour comprendre. Quand les idées s'opposent, choisissez la curiosité plutôt que le mépris. Toute idéologie dogmatique est une forme d'ignorance. Seul un débat respectueux permet de s'approcher de la vérité. Parce que quand on ne comprend pas vraiment le problème, on ne peut qu'envisager les mauvaises solutions. On ne comprend pas la moitié des choses qui nous obsèdent et qui chaque jour orientent nos décisions. Quittez ces chemins qui ne sont pas les vôtres. Cessez de croire que la surface pixelisée de vos écrans reflète le monde réel. Vous vous trompez sur la majorité des gens. Le monde ne se divise pas entre les gentils et les méchants. Au fond de chacun d'entre nous brûle un désir de connexion. Aristote l'avait déjà compris à son époque quand il écrivait que l'homme est par nature un animal social. Avant de reconstruire le dialogue entre les hommes et les femmes, reconstruisons déjà le dialogue tout court. Nous sommes bien moins divisés que les médias ne le prêtent à croire. La polarisation qui déchire notre pays agit comme un poison. Elle se nourrit des opinions les plus extrêmes et transforme chaque désaccord en ligne de front. Plus on diabolise l'autre camp, plus on lui prête des intentions malsaines. Plus cette croyance s'installe et plus on sombre dans la haine. Plus la haine grandit, moins le dialogue devient possible. Et quand on se convainc que l'autre incarne le mal, tous les coups bas sont légitimes, jusqu'à la violence animale. En réalité, les opinions de la majorité sont bien plus proches et modérées qu'on ne l'imagine. Mais c'est toujours le même problème. On vous montre les plus bruyants, les plus extrêmes. C'est qu'il faut susciter l'outrage, jouer les putaclics. Pourquoi ? Mais parce que la télé, c'est que du divertissement. Et la nuance, ça fait jamais beaucoup d'audience. Personne n'attend de sa télé qu'elle le fasse réfléchir. Elle doit nous faire pleurer, de tristesse ou de rire. Mais pendant ce temps, dans la vraie vie, au bistrot du village, sur la place du marché, à la sortie de l'école, les gens continuent de discuter. Ok, ils sont peut-être pas toujours d'accord, mais ils s'écoutent, échangent, cherchent encore à se comprendre. La France profonde résiste encore, elle a su garder intact ce que nos élites veulent enterrer. Le problème, c'est qu'on pense gauche ou droite et le cerveau cesse de fonctionner. Pour la gauche, tous les gens de droite sont des fachos arriérés. Pour la droite, tous les gens de gauche sont des bobos déconnectés. Et soyons lucides, cette polarisation médiatique est totalement déséquilibrée. Quand on regarde qui tient les micros dans les médias, qui enseigne dans les universités, qui décide des subventions culturelles, quelles chaînes sont impunément censurées, on voit bien que le spectre politique penche massivement d'un côté. Le progressisme n'a jamais été un problème. Il fait avancer la société. Il regarde ce qui cloche pour le changer. Aucun pays n'est parfait. Certaines choses doivent évoluer. L'énergie du mouvement, de l'utopie, de la remise en cause, tout ça a son utilité. Mais le conservatisme a une fonction tout aussi vitale. Il sert de filtre. Il attire l'attention sur ce qui tient encore debout, qu'il serait dommage de bousiller alors qu'on croyait bien faire. Il rappelle que tout ce qui est ancien n'est pas forcément dépassé, que nouveauté n'est pas toujours synonyme de progrès. Dans un système sain, ces deux forces s'équilibrent. L'une pousse et l'autre retient. L'une rêve et l'autre doute. C'est cette tension qui empêche les excès. Le conservatisme devient dangereux quand il se fige dans le passé. Le progressisme, quand il ne voit que des ruines, là où résident des fondations solides. Chaque camp a besoin de l'autre pour ne pas devenir une farce. Que ça nous plaise ou non, il est urgent et nécessaire de rééquilibrer les choses. Pas pour imposer une nouvelle pensée unique, on en a déjà bien trop soupé, mais pour retrouver un vrai débat d'idées. La diversité des opinions, c'est la base de la méthode scientifique. La condition non négociable d'une démocratie qui n'a pas peur de se regarder en face. S'il est facile de comprendre pourquoi et comment la gauche s'est imposée juge et arbitre du discours éducatif, culturel et public depuis des décennies,
Ce qui me dépasse, c'est qu'on puisse trouver normal, conformiste ou iconoclaste, qu'une seule vision du monde soit tolérée. C'est une vraie dictature de la pensée. Reconnectez-vous le plus vite possible au réel. Éteignez vos écrans. Arrêtez de vous exposer au flot d'informations que vomit inlassablement le monde. Vous serez surpris du bien que ça fait. Sortez de chez vous, parlez aux gens dans la queue du supermarché, à la sortie de l'école, chez votre boulanger, où que vous soyez. Je sais que c'est pas gagné en ville, mais ça fait déjà bien 10 ans que vous devriez être à la campagne. Ça devient un peu urgent, mais c'est un autre sujet. Arrêtez de chercher l'amour dans les applications qui transforment les gens en catalogue. C'est pas comme ça qu'on trouve quelqu'un. Ce qui compte, c'est pas le bon filtre, c'est la bonne fréquence. C'est en vivant vraiment, en poursuivant ce qui vous passionne, en partageant des moments simples avec les autres, que les vraies rencontres se produisent. Pas parce que l'autre coche toutes vos cases, mais parce qu'un truc se passe. Une étincelle, une alchimie, 2 trajectoires qui se croisent au bon moment, 2 âmes qui trouvent en l'autre ce qui leur manquait pour bâtir quelque chose de plus grand qu'elles. Il faut qu'on remette la famille au cœur de notre société, mieux soutenir les parents, rémunérer grassement et rallonger les congés maternité, aider ceux qui veulent concilier vie professionnelle et familiale. Il faut reconnaître à nouveau le rôle essentiel de chaque parent dans l'éducation des enfants. La satisfaction profonde tirée de la maternité ne sera jamais transmise par des discours abstraits, mais par l'exemple vivant de femmes qui ont su créer leur propre voie, loin des injonctions idéologiques modernes. Le véritable féminisme, c'est pas de forcer les femmes à choisir entre carrière et famille, c'est de créer une société où les deux peuvent coexister harmonieusement, au rythme de chacun, sans jugement ni culpabilité. Qu'hommes et femmes puissent avoir le choix, c'est ça la liberté. Il faut surtout revaloriser le rôle des mères dans notre culture. Leur attribuer une pauvre journée par an, c'est pas seulement insuffisant, c'est insultant. Remettons à l'honneur toutes les mamans. Montrons-leur un peu de reconnaissance. Au bout du compte, tout se résume à la gratitude, écrit Devon Erickson. C'est vraiment aussi simple que ça. Être mère, c'est difficile. Être mère, c'est essentiel à la survie de l'espèce. Si on ne célèbre pas ceux qui accomplissent un travail difficile et indispensable par de l'admiration et des applaudissements, alors plus personne ne voudra s'y coller. On ne se contente pas de dire aux étudiants en neurochirurgie que c'est un super métier. On paie les neurochirurgiens des sommes astronomiques. On les applaudit quand ils sauvent des vies. Et on les présente comme le partenaire idéal auprès des femmes. On utilise même leur profession comme expression pour désigner une personne très intelligente. Mais on continue de dire femme au foyer. Femme ? Les hommes n'ont pas besoin des femmes pour s'occuper d'eux. Ils sont parfaitement capables de survivre par eux-mêmes ou entre potes, et indéfiniment, avec pour seul effet négatif un peu de frustration sexuelle et l'impossibilité d'avoir des enfants s'ils en voulaient. Et au foyer, parlons-en. Comme si les femmes y passaient leur vie en pantalon de jogging à regarder la télé, condamnées à l'aspirateur, faire le ménage et la vaisselle. Rien de tout ça en 2025 n'occupe quelqu'un 8 heures par jour. Et évidemment qu'elles le font, parce qu'elles jugent que c'est important et qu'elles ont le temps. Ces femmes sont avant tout des mères à plein temps. Et ça, c'est un sacré métier. C'est pas jeter les enfants de la voiture à 7 heures au pied de la garderie pour les récupérer en fin de journée, leur cuisiner des coquillettes et les coucher. Être mère, c'est un métier dont les résultats sont proportionnels au temps passé. Et quand il est bien fait, c'est non seulement une source de joie incomparable, mais ça façonne littéralement l'avenir de l'humanité. Les enfants qui reçoivent plus d'attention de la part de leurs parents sont plus équilibrés, plus compétents, plus proactifs et plus sociables. Et surtout beaucoup plus heureux et stables. Si c'est pas comme ça qu'on se retrouve avec un monde peuplé de meilleures personnes, expliquez-moi comment on fait. Les enfants sont un cadeau. Et comme tous les cadeaux, on en mesure la valeur qu'une fois qu'on l'a entre les bras. Je sais que cette phrase est devenue un cliché, que les enfants sont un cadeau. Mais personne ne prend le temps de vous expliquer ce que ça veut vraiment dire. Les gens s'imaginent juste un torrent d'émotions, des trucs mignons et doux qu'on va aimer. Mais les enfants sont un cadeau à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. Ils reproduisent nos habitudes, nos manies et nos travers. Ils sont notre reflet. Une formidable opportunité de se regarder en face et de devenir quelqu'un de meilleur. Et ça profite à toute la société. Ils nous obligent à devenir plus responsables, à structurer nos vies, avec des routines, des horaires, des tâches, tout un tas de trucs qu'on peut plus esquiver. Ils nous apprennent à fournir des efforts quand on n'a rien demandé. À force de poser des questions, ils ravivent des évidences, des choses qu'on ne voyait plus, ou qu'on oubliait de questionner. En les aidant à formuler leur vision du monde, on est forcé de clarifier la nôtre. Cette vision qu'on applique souvent machinalement sans jamais la revisiter. L'enfant nous pousse à distinguer la carte du territoire de l'humanité. Le père avec ses filles, la mère avec ses fils, chacun découvre une nouvelle perspective sur le sexe opposé. À travers nos enfants, on revit aussi notre propre vie à la troisième personne. On comprend soudain comment nos parents nous voyaient. On se surprend à dire tout ce qu'ils disaient. On saisit toute la profondeur de ce qui semblait n'être que des banalités. Et au-delà de ce qu'ils ont bien fait,
On gagne aussi la liberté de revoir ce qui n'était peut-être pas idéal et on embrasse la chance de l'améliorer. Les conseils des parents sont le miroir des attentes qu'ils ont envers eux-mêmes. Ce qu'on transmet avec le plus de ferveur, c'est souvent ce qu'on a raté nous-mêmes et dont on porte encore l'amertume du prix à payer. Si on est un peu observateur, on finit par comprendre que l'éducation, c'est pas juste expliquer. Un bon parent le sait, l'éducation passe d'abord par les actes. Les enfants sont les photocopieuses de l'humanité. Ils exposent nos incohérences, nous poussent à colmater nos failles, à dépasser nos limites. Ils sont l'antidote naturel à la culture de la victime. Ils nous rappellent que chacun de nos choix implique des conséquences et qu'il nous faut les assumer. Et je vous dis pas tout ça du haut d'une tour d'ivoire. On vit à la campagne avec nos filles, sur une propriété partagée avec leur oncle et leurs grands-parents. Vous faire la liste des avantages de ce modèle multigénérationnel et ancestral serait impossible. Mais croyez-moi, on se sent à milieu de l'océan de trivialité qui gangrène notre société. Dans notre couple, je suis celui qui travaille pour l'argent. Et quand je rentre, je suis accueilli par la joie et l'harmonie que notre vision commune a su créer. Ma compagne a le temps d'explorer des projets, de créer, d'entreprendre dans ce qui la fait vibrer. Quant à nos filles, elles sont, pour le moment, épargnées par les troubles et les tourments qui affectent tant d'enfants qu'on croise au quotidien. Et vous savez ce que nous disent la plupart des gens ? Ah, vous avez vraiment de la chance. Comme si tout ça tombait du ciel. Comme si le bonheur se grattait au hasard. Comme on découvre sous la casse d'un banco un montant de 500 balles. Mais le bonheur et la liberté, ça se construit en famille. Pas seul et obsédé par des problèmes hors de contrôle. Pas entouré de faux alliés de convenance qu'on garde par allergie à l'inconfort de l'honnêteté. L'individu est devenu un projet d'optimisation permanente. Chacune de nos priorités devient du développement personnel et chaque concession, un sacrifice. On s'acharne, chacun dans son coin, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais sous les avalanches de conseils narcissiques, on oublie l'essentiel. Une relation durable et une famille solide sont les meilleurs catalyseurs de transformation personnelle. Voilà les amis, une petite vidéo tranquille qui m'a pas du tout torturé. Si je peux pas vous le promettre, en tout cas je l'espère, la prochaine fois je ferai plus léger. D'ici là, comme toujours, gardez l'esprit ouvert, mais surtout, ne laissez pas leur cirque y entrer.